Déjà, d'une part, c'est une des originalités du livre, hein, parce que la plupart des gens, évidemment, des chercheurs, s'attachent à comprendre la grande géopolitique de la Russie, à savoir les conflits avec d'autres nations, avec d'autres présidents, etc. etc. Mais avant tout, pour comprendre justement la géopolitique de la Russie, je pense qu'il est intéressant de comprendre ses dynamiques internes. Or, ce qu'on sait moins généralement en France, en tout cas, c'est que la Russie est avant tout une fédération aux 85 régions, donc 83 selon l'ONU, qui ne reconnaît pas évidemment la Crimée et Sébastopol comme étant des régions à part entière. Mais partons du principe qu'il y en a 85, puisque c'est ce qui est inscrit dans la constitution russe aujourd'hui. Et parmi ces 85 régions, il y a notamment 22 républiques. Et ces républiques, elles sont constituées de minorités ethniques. Donc on peut voir les Bouriates, par exemple, dans la république de Bouriatie, qui sont de confession bouddhiste, qui ont une culture spécifique, une langue spécifique, etc. On peut penser à la Tchétchénie, avec les Tchétchènes, évidemment, majorité ethnique locale. On peut penser au Tatarstan, avec les Tatars, majorité ethnique locale, qui parlent tatar et qui ont une culture musulmane et une religion musulmane, par exemple. Toutes ces dynamiques font que l'État central en Russie doit gérer des velléités bien spécifiques à chacune de ces régions. Et on se souvient qu'en 1991, à la chute de l'Union soviétique, Boris Yeltsin, justement, avait donné, disons, la souveraineté, ou en tout cas plus ou moins d'indépendance, à ces régions en Russie. Il avait eu cette phrase, notamment à Kazan, en 1991, il avait dit « Prenez autant de souveraineté que vous pouvez en avaler ». Il avait dit ça aux régions russes et évidemment ça avait engendré de nombreuses difficultés en interne, notamment parce que les deux guerres de Tchétchénie ont suivi en raison notamment de cette phrase et du fait que chaque région avait finalement négocié son indépendance auprès de l'État central. Et Vladimir Poutine, quand lui est arrivé au pouvoir, il a cherché finalement à restructurer la verticale du pouvoir et l'autorité du pouvoir central sur les régions et notamment sur les républiques. Et finalement, aujourd'hui, le fonctionnement de la Russie en interne ressemble davantage à un fonctionnement impérial, voire féodal datant de l'Empire des Tsars, qu'à finalement la Russie des années 90, plus démocratique, ouverte, avec finalement des régions plus ou moins indépendantes. Donc, cette tendance finalement à l'autoritarisme à l'échelle nationale, elle se traduit à l'échelle internationale. Et quand on comprend les dynamiques internes de la Russie, alors on comprend mieux finalement ces dynamiques externes. L'idée de puissance globale pour la Russie, c'est toujours très compliqué d'y répondre. Parce que déjà, la Russie est ce qu'on appelle une puissance pauvre, une grande puissance pauvre. C'est-à-dire que c'est un territoire de paradoxe. C'est le plus grand territoire de la planète, c'est les plus grandes ressources naturelles, gazières et pétrolières de la planète, donc on pourrait imaginer que ça en fait du coup un des pays les plus riches du monde. Or, ça n'est pas le cas. Le PIB de la Russie s'élève en 2021 à peu près à 1000 milliards de dollars. Par opposition, la Chine ou les États-Unis s'élèvent respectivement à 16 000 milliards et 22 000 milliards. Donc on est à un rapport de 1 pour 16 et 1 pour 22. Donc à ce stade, on peut imaginer que difficilement la Russie est au même niveau que les deux géants américains et chinois. Néanmoins, on sait que la Russie, d'un point de vue gazier, pétrolier, exporte énormément, mais les difficultés actuelles montrent qu'il y a des limites à cela. Et c'est pour cette raison que depuis 2007, notamment, depuis le fameux discours de Munich de Vladimir Poutine, la Russie appelle à la création d'un monde polycentrique, selon les termes russes, mais multipolaire si vous utilisez des termes français. Et donc l'idée de la création d'un monde multipolaire, c'est finalement faire disparaître cette idée d'antagonisme entre les États-Unis et la Chine, puisque cet antagonisme finalement oublierait, disons, ne donnerait pas suffisamment d'importance à la puissance russe à l'échelle internationale. Et donc, c'est ça toute la difficulté de la Russie actuellement. C'est exister en tant que grande puissance de premier plan, mais en n'ayant pas les moyens de ses ambitions. Et pour autant, on sait que depuis 2007, et notamment depuis 2008 plutôt avec l'agression russe en Géorgie, puis l'agression russe en 2014 en Ukraine, puis l'invasion depuis février 2014, on sait que la Russie est capable d'exister à l'international, est capable de dicter ses intérêts, mais les difficultés qu'elle connaît sur le terrain révèlent finalement toutes ces difficultés. Et ça fait depuis à peu près mi-2007 que le pouvoir russe cherche à utiliser du coup ce qu'on appelle la puissance de l'imaginaire. C'est ce que Machiavel appelait la puissance de l'imaginaire.
En termes plus contemporains, on utiliserait les expressions de soft power, par exemple, donc la puissance douce, à savoir réussir à influer à l'étranger, sur les puissances étrangères, par l'utilisation d'outils non cinétiques, à savoir les médias, par exemple. Donc on peut citer la création de Russia Today au milieu des années 2000, on peut citer la création de Sputnik News en 2014, qui sont deux médias finalement qui avaient pour objectif de diffuser la voix russe, VOIX et VOIE pour le coup, à l'étranger et en Europe, sur les puissances occidentales, mais dans le monde entier de façon générale. Et évidemment, depuis l'invasion de février 2022, tous ces efforts de soft power sont réduits à néant, et ce pour deux raisons. D'une part, ces outils de soft power ont été interdits par l'Union européenne, donc auprès de l'Occident, finalement, aujourd'hui, il est très difficile pour la Russie d'exister. Et dans un deuxième point, les difficultés militaires que connaît la Russie sur le terrain révèlent finalement que la puissance de l'imaginaire, confrontée au réel, ne fait finalement pas le poids, et la Russie se révèle effectivement, comme je le disais au début, être une puissance pauvre. Alors certes une grande puissance, mais une puissance pauvre. Il y a deux choses à voir, deux réponses à donner à cette question. D'une part, on sait que les élites russes font le pari à moyen terme que les relations avec l'Occident vont se normaliser. Dmitri Medvedev, l'ancien président de la Fédération de Russie, a dit au début du conflit que de toute façon, je résume, les puissances occidentales vont faire comme à l'époque de la Crimée, c'est-à-dire qu'on va avoir le droit à des sanctions pendant 1 an, pendant peut-être 2 ans, et qu'après, de toute façon, ces puissances vont appeler à la normalisation des relations, et que en fait, les ponts économiques et diplomatiques vont être reconstruits. Donc il y a déjà ce pari-là qui existe. Ensuite, à moyen terme, enfin à long terme, à plus long terme, depuis le milieu des années 90, et a fortiori depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir au début des années 2000, il y a cette volonté du régime russe de faire ce qu'on appelle le pivot vers l'Est, et donc de construire finalement le continent eurasiatique, qui est lié aux théories notamment d'Alexandre Douguin, donc les théories de l'eurasisme, à savoir que le continent européen et le continent asiatique seraient en son centre composés d'un autre continent, le continent eurasiatique, qui serait appelé, selon de vieilles théories géopolitiques, à devenir l'un des centres économiques du monde, des centres diplomatiques du monde, etc. Et évidemment, la Russie serait au centre de ce continent eurasiatique. Et donc, de ce point de vue-là, Vladimir Poutine cherche à opérer ce pivot vers l'Est depuis le début des années 2000. Donc il a normalisé très rapidement, entre 2000 et 2006 à peu près, les relations diplomatiques avec la Chine, en négociant toutes les frontières communes entre les deux pays. Et donc aujourd'hui, tout est réglé, il n'y a aucun conflit territorial qui existe entre les deux pays. Puis il a augmenté, année après année, les relations commerciales entre les deux puissances. Et c'est bien simple, il y a deux statistiques qui sont très, très parlantes à ce sujet. Entre 2000 et 2020, les relations économiques entre les deux pays ont été multipliées par 13. Et durant cette période, finalement, la Russie est devenue le premier partenaire, enfin la Chine est devenue le premier partenaire économique de la Russie d'un point de vue des exportations et des importations russes. Donc on voit bien que là, il y a un pivot vers l'Est qui est concret et qui ne date évidemment ni de 2022, ni de 2014. Et je terminerai juste par une anecdote, mais qui est importante quand même. Ne serait-ce que 10 jours avant l'invasion russe, Vladimir Poutine et Xi Jinping se rencontraient lors des JO de Pékin et signaient de nombreux traités commerciaux et de nombreuses déclarations communes. Une des déclarations communes disait, justement, la Chine était d'accord avec la Russie sur le fait que l'OTAN devait se retirer de l'espace post-soviétique, première déclaration commune, et ensuite d'autres accords commerciaux étaient signés, notamment d'immenses accords gaziers et pétroliers, qui étaient censés justement créer une dérivation du gaz et du pétrole russe qui devait aller vers l'Union européenne, mais qui, selon le régime russe déjà à l'époque, devait changer et partir vers la Chine et plus largement vers l'Asie. Et donc, effectivement, ce transfert de l'économie russe et de la diplomatie russe vers l'Est et vers l'Asie concrétise aujourd'hui ce pivot vers l'Est. Après, il faut forcément nuancer. Évidemment, la Chine suit ses propres intérêts. La Chine a la volonté de devenir la première puissance économique et militaire de la planète d'ici 2049, pour fêter le centenaire de la révolution maoïste de 1949. Et donc, on imagine très bien que si jamais Vladimir Poutine devenait trop encombrant, alors la Chine n'hésiterait pas
à s'en séparer, puisque la Chine ne pourrait pas se séparer des partenariats économiques avec l'Occident, par exemple. Voilà toutes les limites de la diplomatie et de la géopolitique russe actuelle.